Résilience, 22 minutes pour analyser l'actualité locale par le prisme des formations politiques. Un rendez-vous qui réunit les représentants des partis dans la Loire pour dépasser les frontières idéologiques, mettre en exergue les convergences et poser un regard critique sur l'actualité. Un rendez-vous animé chaque semaine par Jean-Marc Chazot. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous du débat politique dans la Loire. C'est Résilience, 19e émission aujourd'hui. Soyez les bienvenus. On accueille aujourd'hui quatre invités. Lionel Boucher, bonjour. Vous êtes le président de l'UDI dans la Loire. Bonsoir. Joanne César, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste dans la Loire. Bonsoir, Joanne. Bonsoir. On accueille deux petits nouveaux. Antoine Fouillou, vous êtes le représentant Agir la droite constructive. Et on va le préciser parce que ça va être important, vous êtes aussi médecin à l'ICL. Bonsoir, merci d'avoir répondu à cette invitation. Bonsoir Jean-Marc, merci. Et puis donc Jérôme Masségossa d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marc. On excuse Robert Carulac qui a dû s'absenter à la dernière minute. Robert Carulac, secrétaire départemental Les Républicains. Alors aujourd'hui, pas de sujet imposé, c'est un sujet libre. On va faire en fait deux tours. Première partie, vous allez chacun réagir sur le sujet de votre choix. Et puis en deuxième partie, vous allez pouvoir réagir sur le sujet qu'ont évoqué vos petits camarades. On va commencer avec vous, Antoine Fouillou. Je le disais, donc vous êtes médecin à l'ICL et vous allez nous parler de la campagne de vaccination. Elle commence à Saint-Étienne ce samedi à la salle Omnisport de la Plaine Achille. 500 vaccins pour démarrer, 2500 vaccins par jour, très rapidement. Un vaccinodrome, alors même si j'aime pas bien le terme, un centre de vaccination ouvert très rapidement, 7 jours sur 7, jusqu'en septembre. C'est un petit peu ça l'objectif. C'est un petit peu ça. Alors, centres de vaccination, il y en a déjà 13 qui sont ouverts dans la Loire, ce qui permet quand même de vacciner une bonne partie de la population. Quel serait l'intérêt d'ouvrir ce qu'on appelle un vaccinodrome, ou plutôt un grand centre de vaccination? Tout simplement, c'est de répondre, je dirais, aux industries pharmaceutiques qui vont augmenter très nettement leur production dans les prochaines semaines, qui vont voir déjà débuter. Et ne serait-ce que le vaccin BioNTech qui est maintenant produit en France. Donc ça veut dire pouvoir, je dirais, vacciner plus de personnes. Et pour cela, il faut plus de places pour vacciner. Donc la mairie de Saint-Étienne a notamment mis à disposition, en lien avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur Saint-Étienne dans un premier temps, la salle omnisport de la Plaine Achille, qui va en effet, on l'espère, pouvoir permettre d'administrer jusqu'à 2500 doses par jour sous couvert d'une surveillance médicale via les médecins libéraux et puis les sapeurs-pompiers qui ont été mis à contribution puisqu'ils sont en cours de formation pour administrer les doses. C'est très important, la vaccination. Parce que pour l'instant, c'est le seul moyen d'endiguer la crise sanitaire et je dirais que d'un point de vue plus social, de retrouver nos habitudes culturelles françaises. Je parle d'aller au restaurant, je parle aussi de voyager, mais ne serait-ce qu'à l'heure actuelle, au sein de nos départements et de nos régions. Donc il y a un intérêt peut-être individuel, mais il y a aussi un intérêt collectif. Et moi, à titre personnel, je me désole de voir qu'il y a des campagnes médiatiques, notamment contre, qui ciblent certains effets potentiels secondaires d'un vaccin. L'Agence européenne du médicament l'a précisé aujourd'hui. Il n'y a pas de sur-risque à faire une vaccination contre le Covid à l'heure actuelle et le bénéfice est largement plus important. Donc je crois que c'est très important vraiment que les gens aillent se faire vacciner, qu'ils aient des comorbidités, c'est bien normal, mais même quand ce sera plus ouvert et quand nous pourrons accélérer cette vaccination, je dirais que tout le monde puisse le faire et qu'on ne se retrouve pas avec potentiellement des rendez-vous sans personne derrière pour avoir un vaccin. Voilà, je pense que c'est important, d'autant plus vu les chiffres actuels de la pandémie, qui sont très importants et qui obligent le gouvernement à des mesures un peu plus sévères pour faire en sorte que les services d'urgence et les services de réanimation puissent prendre en charge correctement les patients sans qu'il y ait
surtout de tri, hein, c'est assez affreux, sans qu'il y ait de tri en amont des services de réanimation. Donc voilà, je voulais vraiment porter ce focus là-dessus, sur la mise en place de ce vaccinodrome qui, je l'espère, va donner un nouvel élan dans cette stratégie de vaccination qui est très importante. Merci beaucoup Antoine. Lionel Boucher, alors vous allez nous parler du vote électronique. Oui, alors plus largement, Jean-Marc, je voulais évoquer avec vous le sujet des élections départementales qui doivent se tenir normalement. Alors même si nous regrettons quand même que le gouvernement n'ait pas encore donné sa position, les formations politiques très largement d'ailleurs. La date de ces élections, Lionel? Alors, elles seront normalement à la fin du mois de juin, hein, le dernier week-end du mois de juin. Mais surtout, on nous demande de déposer les candidatures pour la fin de ce mois, entre le 27 et le 30 avril. Autant vous dire que ça fait partie des choses auxquelles nous nous préparons. Hein. Moi-même, je fais le tour du département pour aller rencontrer les acteurs locaux de terrain pour préparer le projet de l'UDI dans ce département. Mais la double inquiétude pour moi, elle se fait déjà sur cette indécision du gouvernement qui n'arrive pas à nous dire si oui ou non les élections vont se tenir. Ça, c'est quand même un premier problème. Et la deuxième, c'est le déroulement de celle-ci, parce que nous sommes, partis politiques confondus, garants aussi de la démocratie et de faire en sorte que les élus soient représentatifs. Et comment imaginer aujourd'hui que se tiennent dans de bonnes conditions ces élections si nous n'arrivons pas à rassurer et les électeurs et les scrutateurs, puisqu'il y en a beaucoup d'entre nous qui tenons des bureaux de vote et qui devons organiser le processus. Alors j'ai effectivement saisi Madame la préfète cette semaine, lui demandant, puisque nous venons de recevoir le décret signé de sa part, qu'elle puisse faire de la Loire un territoire d'expérimentation afin de déployer des machines à voter permettant de manipuler le moins possible et de bulletins de vote et d'enveloppes et d'isoloirs afin de simplifier les choses, peut-être même de voter en extérieur, puisque la problématique d'être enfermés nombreux dans une pièce peut faire en sorte que nous soyons en contact les uns et les autres en interaction. Et puis quand même, je me pose quand même la question de savoir comment nous allons pouvoir faire campagne. Si nous intéressons à la politique, c'est parce que nous pensons détenir une partie de la vérité et que nous avons besoin de la partager avec les citoyens, avec les électeurs. Et dans le contexte de confinement, dans le contexte de peur, comment pouvons-nous imaginer monter dans les immeubles, aller frapper aux portes, ne serait-ce que distribuer des documents. Donc, je souhaiterais que le gouvernement nous apporte des réponses, que la préfète accède à la demande de déployer des machines à voter et que nous soyons clairs sur la manière dont vont se dérouler notamment les opérations de dépouillement à la fin du scrutin. Merci beaucoup Lionel. Jérôme Massegosa, alors vous allez nous parler de la démocratie impliquante et la mise en place des nouveaux conseils de quartier à Saint-Étienne. Tout à fait. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous et toutes. Bonjour. Du coup, l'intervention de Lionel Boucher sur le vote électronique est un bon moyen d'introduire mon intervention, parce que je vais aussi parler de démocratie, mais d'un autre aspect de la démocratie qui est du coup la démocratie locale et la mise en place donc des nouveaux conseils de quartier à Saint-Étienne. Pourquoi parler de ce sujet? Car c'est un sujet qui prend toute son importance dans une période comme celle que nous vivons, où le citoyen ressent de plus en plus de défiance vis-à-vis de la chose publique et donc du politique. Cette défiance étant exacerbée par les successions des crises économiques comme sanitaires que nous vivons actuellement. Qu'est-ce que cela impliquera pour une collectivité? Je tiens à préciser en préambule qu'il s'agit bien d'atteindre l'ambition d'une démocratie locale impliquante qui donnerait place et moyens à des projets portés par les citoyennes et les citoyens, et non une simple consultation où les citoyens sont conviés pour écouter la parole publique et invités seulement à modifier à la marge des projets. Pour donner l'envie aux citoyens de s'impliquer dans la chose publique, il faut avant toute chose faire preuve d'exemplarité, et ce lors de toutes les phases de la concertation, que ce soit le choix des candidatures, par le respect de la parité et un mode de candidature qui n'exclut personne, mais aussi la tenue des conseils en eux-mêmes et la réalisation des projets une fois ceux-ci votés. Enfin, la démocratie locale, évidemment, ne peut fonctionner que si des moyens suffisants y sont alloués. Pourquoi la mise en place des conseils de quartier à Saint-Étienne ne répond pas à nos attentes et me fait réagir? Déjà parce que j'ai pu constater une certaine opacité dans le mode de candidature
où les élus n'appartenant pas à la majorité n'ont pas été conviés à l'intégralité du processus, ce qui s'est traduit par une incompréhension lors du dernier conseil municipal. Il en est de même pour la première réunion en plénière des conseils de quartier, où chaque élu référent de la majorité a ainsi pu se présenter aux conseillers de quartier dont je fais partie. Il n'en a pas été de même pour les élus référents non majoritaires, on en est donc loin de l'exemplarité requise. De même, cette plénière a mis en présence quelques difficultés qui pourraient arriver pour la suite. Si on peut se féliciter de la tenue d'une telle plénière avec plus de 200 personnes en pleine crise sanitaire, quelques inquiétudes aussi ont été relevées, notamment le fait que des conseillers de quartier se sont émus d'avoir entendu plusieurs élus référents disant qu'ils avaient plein de projets à présenter à ces conseillers. Nous interrogeons donc sur notre rôle. Serons-nous un simple organe de consultation dont le but sera de participer, ou pourrons-nous nous impliquer dans les projets pour améliorer la vie de nos quartiers? Enfin, pour ne pas être que critique sur la mise en place de ces conseils de quartier et pour ne pas me faire taxer par la suite d'être un peu trop partisan, je vais vous présenter quelques réussites aussi qui ont été faites par la majorité actuelle, qui sont notamment le projet Cœur d'Histoire et la concertation animée par Kaleidoscope en 2019. Ce projet ayant été nommé aux victoires des acteurs publics en 2020, notamment grâce à la qualité de sa concertation. Ce projet a été une réussite, autant sur le nombre de participants que sur la recherche des projets qui ont été présentés. Et notamment, moi, en tant qu'écologiste, je ne peux que me féliciter de la présentation d'un projet de végétalisation du toit des parkings des Ursules, par exemple, ou encore de la concertation menée sur la rénovation de la place Waldeck-Rousseau. Qu'en est-il d'ailleurs de cette concertation dont le processus se termine à la fin du mois, si je ne m'abuse? Cette concertation a aussi mis en évidence l'importance d'avoir des professionnels de l'animation, qui sont de vrais facilitateurs de débats, neutres, plutôt que directement des décideurs, qui ne le seraient pas. Enfin, j'ai quand même un regret, c'est qu'une telle initiative, qui a été un succès, comme je l'ai dit en 2019, n'ait pas été reconduite dans sa forme pour les concerts de quartier actuels et qu'on a préféré mettre au profit un mode de consultation moins ambitieux que celui-là. Donc, pour conclure, si on a de l'ambition, on peut mettre en place des concertations impliquantes pour tout projet ou pour tout sujet. Lyon l'a fait par exemple sur les rythmes scolaires, où une concertation a été faite avec les habitants et qui a donc noté le vrai succès de ce qui avait été mis en place et la volonté des habitants de garder ce qui avait été fait. Enfin, si on a de l'ambition dans une période trouble comme celle-ci, je pense qu'on doit être pleinement convaincu que notre seule ambition pour la démocratie doit être de tout mettre en œuvre pour la renforcer. Et ce n'est que par un renforcement que nous pourrons dissiper la défiance de nos concitoyens vis-à-vis de la force publique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jérôme. On termine avec vous, Joanne César. Alors vous allez nous parler des déserts médicaux. Ça tombe bien, on a un médecin avec nous. On vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, j'ai bien écouté ce qu'a dit Antoine tout à l'heure sur les vaccinodromes. Et évidemment, on est heureux que les collectivités locales, quelle que soit leur étiquette politique, se mobilisent pour pouvoir assurer cette vaccination. D'ailleurs, toute cette mobilisation médicale pour la vaccination à grande échelle de la population, tous ces vaccinodromes qui se créent partout en France, donc ce qui est très bien, hein, et qui malheureusement, évidemment, fermeront quand l'épidémie sera terminée, puisque ce sont des vaccinodromes temporaires. Ça me fait penser que c'est un peu un miroir à tous ces trous, on pourrait dire même à toutes ces déchirures du tissu médical dans nos territoires. Et je ne voudrais pas qu'après le Covid, le sujet de la santé, de la couverture médicale retombe dans l'oubli, puisque en presque 30 ans, sous l'effet d'une démographie médicale en chute libre, dans certains bassins de vie, les inégalités territoriales ont explosé et emportent désormais des conséquences graves sur l'espérance de vie de nos concitoyens. Alors, on parle souvent de l'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres. Je voudrais éclairer sur un autre écart d'espérance de vie. C'est celui entre les personnes habitant en milieu hyperurbain, donc on va dire surdotés en moyens médicaux, et ceux habitant plutôt en milieu hyper rural. Et il faut savoir qu'en 2019, donc avant la crise Covid, il y avait un écart d'environ 2,2 années d'espérance de vie selon que les personnes habitent en milieu rural plutôt que urbain. Donc une personne en milieu rural vit 2,2 années de moins qu'une personne en milieu urbain. Donc cela doit nous interroger, surtout que cet écart n'était que de 3 mois en 1990. Donc on voit bien que ceci a été la conséquence de politiques de santé menées depuis une trentaine d'années et qui ont déstructuré nos territoires. Des déserts médicaux,
inégalités sociales de santé, des délais d'attente, des restes à charge. Bon, voilà, on connaît le constat, mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité à cette situation, que l'égalité dans l'accès aux soins peut s'améliorer dans notre pays. Elle passe par une alliance stratégique entre les acteurs et les territoires et un système qui se construit autour des besoins en santé davantage qu'à partir d'une offre standardisée. Et je voudrais donc formuler 4 propositions pour lutter contre les déserts médicaux, hein, que je soumets au débat. Donc, par exemple, pour les nouveaux étudiants, instaurer une obligation d'installation aidée de 5 ans dans les territoires sous-dotés, selon des règles à définir avec les doyens, les ARS et les organisations professionnelles et étudiantes. Refuser aussi l'installation des médecins en secteur 2, donc ils peuvent faire des dépassements, dans les territoires surdotés en médecins de la même spécialité. Donc ça veut dire que sur une même zone, une même spécialité, on refuserait l'installation de médecins en secteur 2. Des soutiens financiers, comme il existe déjà aujourd'hui, aux initiatives des collectivités territoriales pour organiser l'offre de soins sur leur territoire, que ce soit des centres de santé, le déploiement de la télémédecine, les services itinérants pluridisciplinaires et ou aussi les maisons de santé qui sont mises en place. Par exemple, la région aide aujourd'hui 200 000 € pour l'aide à l'installation et à l'investissement aux maisons de santé, sauf qu'on s'est rendu compte, enfin c'est une bonne chose, sauf qu'on s'est rendu compte que financer de l'investissement, c'est bien pour pouvoir mettre des murs et mettre une première équipe médicale dans un secteur qui était sous-doté en médecins, mais on se rend compte qu'après, une fois qu'ils partent en retraite, on a un problème. C'est-à-dire qu'on a investi de l'argent public, mais après, une fois qu'ils sont partis, il n'y a personne pour les remplacer. Donc, plutôt penser projet, penser territoire, plutôt qu'investir au coup par coup dans les territoires pour faire uniquement de l'affichage politique. Et aussi, donc, créer, là, ce serait l'État qui prendra en charge, créer 1000 postes de médecins généralistes salariés, donc pour les centres de santé, qui seraient financés donc, par l'État ou les collectivités locales à destination des déserts médicaux. Donc, on pourrait imaginer environ une dizaine de médecins par département. Donc, voilà les 4 propositions. L'installation des nouveaux étudiants en territoire sous-doté, le refus d'installation de médecins secteur 2 dans les territoires surdotés, un soutien aux initiatives locales et la création de postes pour des centres de santé. Merci beaucoup, Joanne. C'est ça. Antoine, Antoine Fou, une réaction à ce que a déclaré Joanne, mais aussi peut-être Lionel ou Jérôme. Alors oui, revenir très rapidement sur ce qu'a dit Joanne. Il y a d'autres phénomènes aussi qui expliquent un petit peu la désertification médicale. Le numerus clausus. On avait trop de médecins et on était parti dans l'idée de se dire que puisqu'il y avait trop de médecins, il y avait trop de dépenses de santé. Donc, résultat, en réduisant le nombre de médecins, on va réduire les dépenses de santé. C'était une fausse façon de voir les choses et c'était souvent des pensées un peu bureaucratiques, si je puis dire, mais qui n'avaient rien avec la médecine de terrain et puis dans chaque département et territoire de notre pays. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est que on demande à des médecins d'aller s'installer dans des déserts médicaux, mais ce ne sont pas que des déserts médicaux. Ce sont des déserts publics. Chercher une école, chercher une poste. Donc, un médecin, quand il s'installe, généralement, il a aussi sa vie privée qui est à côté. Il va avoir des enfants, donc il veut savoir où est-ce qu'il peut mettre ses enfants dans une école. Donc, ça rentre dans finalement une évolution de nos territoires qui est finalement multifactorielle et pas forcément uniquement sanitaire. Alors, les propositions sont intéressantes. La liberté d'installation, malgré tout, ça reste quelque chose qui va être assez difficile à bouger. Ça fait plusieurs années qu'on essaye de venir dessus et très honnêtement, moi à titre personnel, c'est vrai que j'aurais pas forcément aimé qu'on m'impose où m'installer. Bon, c'est personnel, c'est comme ça. Pour ce qui est du refus de secteur 2, c'est déjà un petit peu fait et les aides, il y en a pas mal et on essaye aussi avec les maisons de santé d'attirer du monde, même si c'est pas simple. Et d'ailleurs, on entend parler à Saint-Étienne d'une maison de santé sur le secteur d'Orient. Bon, on a eu l'effet d'annonce. On attend de voir un peu la suite. Et je partageais l'avis de Dr Janoviak, qui est président du conseil départemental de l'ordre médecin, de dire mais où est le recrutement? Parce que des médecins, il en faut certes, mais est-ce qu'il y en a aussi? Donc ça, pour les déserts médicaux, je comprends et on essaye de faire au mieux. Et c'est vraiment une thématique, moi aussi, qui me tient à cœur et qui est complexe. Revenir très rapidement sur aussi le vote électronique. Moi, je pense que
Alors, le vote sur place dans les bureaux, oui. Le vote à distance, ça serait encore mieux. On voit aux États-Unis finalement que le vote par correspondance fonctionne, même si M. Trump avait l'air de dire que ce n'était pas forcément ça. Pourquoi pas, en effet, faire une expérimentation. Après, n'oublions pas que le vote doit être accessible à tout le monde et que quand on parle de vote à distance, par exemple électronique, ça passe par Internet et on sait toutes les failles qui peuvent exister à Internet, à la fois l'accès et à la fois les potentielles ingérences ou piratage, si je puis dire. Donc oui, après, est-ce qu'en 3 mois, enfin même moins, 2 mois, on aura le temps de mettre tout ça en place? Est-ce qu'il y a des sociétés qui sont là déjà pour mettre en place? Bon, pourquoi pas, mais j'aimerais en tout cas pour la tenue des élections, j'aimerais dire que ça peut se maintenir dans le respect des gestes barrières, puisque les mesures que nous prenons maintenant, enfin en tout cas que le gouvernement prend maintenant, peut avoir un effet assez rapide et que d'ici fin mai, on puisse espérer sortir un petit peu la tête de l'eau au plus tard. Fin avril au mieux. Voilà. Merci beaucoup, Antoine Fouillou. Lionel Boucher, votre réaction? Oui, alors juste pour répondre, effectivement, parce que j'ai un peu travaillé le sujet quand même avant d'alerter la préfète. Donc oui, il y a des sociétés, il y a notamment une qui s'appelle Dominion, dans l'idée, c'est bien, dans mon idée en tout cas, des machines à voter et pas un vote électronique, parce que la suspicion peut être très importante. Mais une machine à voter qui n'est pas connectée à un réseau, ça paraît quand même quelque chose d'assez accessible à tous, ouvert à tous, puisqu'il faut quand même se déplacer. Et moi, je suis assez quand même favorable à ce qu'on prenne 1 heure pour la démocratie et qu'une fois de temps en temps, prendre 1 heure de son dimanche pour et s'exprimer, je trouve que ce n'est pas trop. Ensuite, j'aurais aimé prendre la parole sur tous les sujets. Les déserts médicaux m'intéressent aussi, surtout qu'il n'y a pas que dans les campagnes, dans nos villes aussi. Nous avons des quartiers dans lesquels on manque de médecins, donc c'est une problématique qui est importante. On traite beaucoup de regroupement de personnel pour qu'ils soient moins seuls et qu'ils puissent partager les charges. Ça fait partie des sujets. Et je crois que nous avons à Saint-Étienne un adjoint, justement, Patrick Michaud, qui est médecin et qui est en charge de ces questions. Et ça veut dire l'importance qu'on y donne. Et c'est aussi à souligner, c'est Saint-Étienne Métropole qui met en place le grand centre de vaccination. Et ce sont notamment, petite fierté, les services événementiels qui l'ont installé. Et puis, je voulais revenir donc principalement sur la question de Jérôme, sur cette proximité, puisque ça fait partie de l'ADN de mon investissement en politique, cette relation aux autres. Et je suis très heureux d'être élu de proximité, élu référent. J'étais adjoint de secteur sous le précédent mandat. Là, je suis en charge des quartiers de La Terrasse, de Bergson, de Maumais, du Golfe, et puis suppléant sur les autres quartiers avec Robert Carulac. Donc, je trouve qu'il ne faut pas juger trop vite la réunion d'installation que nous avons eue, qui a été très bien menée par Paul Corrieras, qui est en charge de l'ensemble de ces questions. C'est quand même un budget d'1,7 million qui est par an destiné aux aménagements de proximité. Et pour vous rassurer, Jérôme, l'idée, c'est pas que la mairie ou que les élus arrivent pour mettre à la concertation des sujets déjà avancés ou déjà traités, mais c'est bien justement faire en sorte que les experts du quotidien, que sont les habitants, puissent faire remonter des choses qui permettraient d'améliorer la vie quotidienne. Donc ça, c'est un sujet qui est passionnant. Et l'idée est bien là, c'est que ce soit les habitants qui, accompagnés des élus, que nous sommes, puissent faire remonter leurs aspirations. Donc, c'était la première phase. On a très envie, très vite, de pouvoir se réunir et de pouvoir commencer ce travail. Je sais, par exemple, que le travail que nous avons porté sur la place Jean Nochet, par exemple, qui fait partie des choses, la demande a été portée par les habitants. Nous avons fait la concertation, nous avons travaillé avec les services. C'est 110 000 € qui ont été mobilisés pour ce faire. Et là, le résultat arrive. On travaille sur le centre commercial de Bergson, ce fameux
fameux grand centre 3 que nous appelons de nos voeux, mais ça a été fait en concertation avec les habitants, avec les commerçants. La collectivité publique a mobilisé 375 000 € d'argent public donc, et les commerçants vont mobiliser la même somme pour réhabiliter la partie qui est à eux, donc dans le centre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va travailler en concertation. Donc moi, j'ai vraiment foi dans ces conseils de quartier et je pense qu'il faut simplement qu'on remette en place ces habitudes, mais nous sommes là encore un peu contraints par la crise sanitaire, mais j'ai hâte que nous puissions nous voir de visu. Merci beaucoup, Lionel Boucher. Jérôme Massegosa, une réaction, une réponse déjà à faire à Lionel Boucher et puis une réaction sur le reste des thèmes qui ont été abordés. Oui, bien sûr. Donc, j'ai effectivement d'abord répondre à Lionel Boucher sur son intervention. Donc, je ne doute ni des projets qui ont pu être mis en place sur les conseils de quartier et de leur, on va dire, pertinence, ni même de ces conseils de quartier futurs, à venir. Je ne faisais que faire l'écho, en fait, de ce qui a pu être relevé en réunion par certains conseillers de quartier qui s'inquiétaient à l'écoute des interventions de certains élus référents de projets qui auraient pu être déjà discutés avant et donc présentant le conseil de quartier sans avoir une concertation pleine et impliquante des habitants dès le départ. Ce n'est pas moi d'ailleurs qui l'ai relevé lors de cette réunion, mais il y a effectivement quelques conseillers de quartier qui sont émus. Et s'ils s'en sont émus, je pense que c'est aussi parce que certaines choses n'ont pas encore été mises en place clairement auprès de ces conseillers et que le procédé est encore un petit peu en phase et c'est normal puisque c'est le début, en phase de mise en place et que ces concertations doivent être le plus claires possible dès le départ pour que les conseillers puissent pleinement s'en emparer. Après, je voulais réagir sur ce que j'ai entendu effectivement sur les déserts médicaux par Yoann César, parce que je viens quand même d'un territoire qui est très très enclavé, qui est les Vallées pyrénéennes, donc un territoire où il y a un gros désert médical donc qui se trouve. Et ce que j'entendais notamment de la part d'Antoine Fouillou sur les vaccinodromes m'a fait penser à quelque chose, qui était que oui, c'est très bien qu'on puisse avoir des vaccinodromes et accès à la vaccination pour le plus grand nombre. Et ça met aussi en exergue le fait que les personnes les plus isolées territorialement n'ont pas forcément accès à ces vaccinodromes qui sont pour la plupart en ville. Et en tout cas, dans certaines régions, c'est le cas. Moi, je vois du coup dans ma famille, depuis les vallées pyrénéennes, ils vont avoir beaucoup moins de facilité que ceux qui habitent dans les hypercentres à proximité de ces vaccinodromes pour y accéder. Alors, effectivement, on ne peut pas non plus tout jeter là-dedans. On ne peut pas penser que ces vaccinodromes seront inaccessibles. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer de faire en sorte de prendre en compte aussi les inégalités de territoire quand on met en place ce genre de mesures. Et effectivement, dans des lieux isolés, peut-être faire en sorte que la vaccination puisse bénéficier de moyens supplémentaires pour que des vaccinodromes itinérants, par exemple, des petits vaccinodromes itinérants puissent aller donc à la rencontre de ces habitants et faire en sorte que ces habitants les plus reculés puissent aussi bénéficier d'un bon programme de vaccination. Antoine, je vous ai vu réagir. Quelques mots? Non, juste préciser quand même que ces vaccinodromes sont là pour compléter les centres de vaccination qui ont été mis en place initialement. Et ces centres de vaccination sont là justement pour coller un peu à la proximité des gens qui, justement, pour émailler tout le territoire. Je rappelle également que pour les patients qui présentent des comorbidités et des affections de longue durée, l'État autorise désormais la prise en charge, dans le cadre de cette ALD, des transports jusqu'à ces vaccinodromes. Donc, vraiment, je pense qu'on ne veut pas mettre à l'écart, et ce serait complètement bête, si je puis dire, et ridicule, de mettre à l'écart, en effet, les gens qui résident dans les parties les plus reculées de nos départements, en tout cas les moins accessibles. D'accord ? Mais le vaccinodrome, c'est vraiment, je pense, pour... si vous voulez, suivre la production qui va arriver. D'accord ? Il va falloir des centres comme ça plutôt que de multiplier des centres à droite et à gauche. Mais on n'oublie pas que la proximité reste vraiment, et les centres de vaccination mis en place initialement restent prioritaires. Merci beaucoup, Antoine. Yoann César, on termine avec vous. Alors, vous avez disparu, vous êtes de nous. Avec nous, alors, une réaction sur les sujets développés par vos petits camarades? Oui, effectivement, je suis d'accord avec Lionel sur le fait qu'il faut
faire des propositions, en tout cas, au gouvernement pour permettre, en tout cas, au plus grand nombre de pouvoir voter les 13 et 20 juin aux élections départementales et régionales. Et je rejoins d'ailleurs la surprise de Lionel, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas aujourd'hui si les élections seront bien les 13 et 20 juin. Par contre, on reçoit des circulaires de la préfecture nous disant vite, 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 en tout cas pour les départementales, déclarez votre candidature avant le 30 avril. Donc voilà, ou qu'est-ce qu'on fait, quoi, sachant que c'est quand même une date qui, moi, me paraît assez précoce par rapport aux autres scrutins. Il faut que je vérifie, mais ça me paraît tôt. En tout cas, par rapport à… Il me semble d'ailleurs que la campagne, ce qu'on appelle la campagne officielle, dure plus longtemps qu'avant. Il me semble qu'avant, c'était 2 semaines avant le premier tour. Enfin bon, donc ça intéresse évidemment que les représentants de partis politiques et un peu moins les citoyens. Mais en tout cas, ça nous interroge sur la manière dont on considère le pouvoir central des collectivités locales. Voilà, ça nous interroge clairement, en tout cas, sur l'intérêt qu'ils portent, en tout cas, à nos collectivités, à ces hommes et ces femmes élus, qui ont quand même permis pendant cette crise de pouvoir pallier à toutes ces absences de l'État en termes de masques, de tests et de vaccins aussi. On est quand même bien content que les villes et la région investissent pour que des vaccinodromes puissent voir le jour aujourd'hui. Voilà, parce que ce n'est pas l'État qui a fait le job en tout cas. Moi, sur ce qu'a dit Antoine par rapport, et Jérôme aussi, sur les déserts médicaux, je rejoins complètement, puisque nous, quand on a monté aussi le projet de maison de santé à Panissière, donc à côté de Feurs, évidemment qu'il faut, en plus d'une maison de santé, tout un bouquet de services. Les médecins sont comme tous les habitants, on est tous logés à la même enseigne. Quand on vient habiter sur un territoire, on veut aussi qu'il y ait une poste, on veut aussi qu'il y ait une école, on veut aussi qu'il y ait une maison de santé, et pas uniquement, je suis tout à fait d'accord avec toi Antoine là-dessus, pas uniquement une maison de santé au milieu de nulle part. Ça, on est bien d'accord là-dessus, et aussi un réseau routier et de mobilité qui permettent les déplacements. Ça, nous sommes bien naturellement d'accord là-dessus. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que voilà, moi je suis fonctionnaire, je vais dire défaut, et par contre, voilà, quand on réussit un concours, on m'a dit, voilà, tu vas être affecté à tel endroit. Bon, voilà. Je sais que les médecins sont attachés aussi à la liberté. On a beaucoup eu de débats là-dessus sur la liberté d'installation. Mais voilà, on pense que tout l'investissement qui est fait, mais ça, c'est une concession presque philosophique. Il n'y a pas des philosophies différentes. Voilà, moi, je considère dans ma philosophie que l'État, on a donné avec nos impôts des moyens d'avoir des études qui permettent aussi à ces personnes de devenir médecins et d'acquérir des connaissances. Et en retour, voilà, est-ce que pendant 5 ans, vous pouvez donner 5 ans en retour à l'État pour s'installer sur un territoire. Voilà, c'est une question plus philosophique, puis ensuite, vous pouvez vous installer là où vous voulez. C'est vrai que cette question de liberté fait souvent débat, mais maintenant, il faut quand même qu'on puisse vraiment trouver des moyens, sans tomber forcément dans le bâton, mais trouver des moyens qu'on puisse vraiment lutter contre les déserts médicaux. Et j'entends aussi Lionel, il y a des difficultés aussi dans les quartiers populaires, et c'est pour ça tout à l'heure que je parlais d'hyper-centre-ville, plutôt que, évidemment, on n'est pas là pour nier les problèmes dans nos quartiers, dans nos quartiers en difficulté. Enfin, pour finir sur le dernier sujet, donc sur la démocratie locale, c'était une loi, je rappelle quand même des années 2000, sous Lionel Jospin qui avait été mis en place. Et je pense aussi ce qui est important, en plus de la démocratie, et que la représentation aussi de chaque personne dans son quartier, c'est aussi qu'on puisse réaliser, mais je sais qu'à Saint-Étienne, ça se fait aussi, c'est d'allouer des vrais budgets dans chaque quartier où les habitants puissent s'en saisir, parce que ce n'est pas uniquement pour un gadget où les gens pourraient dire tiens, on donne un petit peu d'argent pour faire deux, trois idées. Non, c'est justement pour les responsabiliser sur la manière dont on gère l'argent public. Et c'est très important pour moi. C'est-à-dire comment, parce que c'est bien beau de toujours vouloir proposer, faire des choses, mais c'est comment on gère l'argent public et que du coup, les choix politiques sont très importants. Et de démontrer aux personnes qui souvent sont tentées par le tous pourri, c'est ce qu'on entend souvent aujourd'hui, mais non, nous sommes des élus, nous avons des responsabilités et la première, c'est de bien gérer l'argent public. Voilà. Il faut être très précautionneux avec ça. Merci beaucoup, Joanne. Merci à tous les quatre. C'est ainsi qu'on referme cette émission. Résilience pour aujourd'hui. Merci à nos partenaires Off-Loire, Pourquoi j'aime Saint-Étienne et Saint-Étienne Avance. Vos réactions, vos questions à l'adresse suivante, résilience42@orange.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du débat politique dans la Loire. D'ici là, prenez soin de vous. Soyez prudents, respectez bien les gestes barrières et je vous dis à bientôt. Merci.